Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs de Toxin. Merci de répondre à nouveau présent pour ce nouvel entretien de l'été Toxin. Nous sommes le mardi 5 août et je suis ravie d'accueillir mes deux invités du jour qui sont Alexandre Jardin et Fabien Bouglet. Bonjour. Bonjour Axel. Bonjour, bonjour. Alors Alexandre Jardin, je le rappelle, vous êtes écrivain, romancier, cinéaste et vous êtes également fondateur du mouvement et du site Les Gueux. Et Fabien Boulet, pardon, vous êtes spécialiste en politique énergétique. Vous êtes auteur des Éoliennes, la face noire de la transition énergétique aux éditions du Rocher et de Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, euh, également aux éditions du Rocher. Et je tiens à préciser que vous avez reçu la mention d'honneur du prix Turgot. Tout à fait. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Alors, nos auditeurs vous connaissent bien, hein. On vous a vu marcher côte à côte contre les aides-feux. Et puis, depuis plusieurs mois maintenant, Alexandre Jardin, vous avez en quelque sorte rejoint Fabien Bouglet dans son combat contre la PPE3. Donc, je le rappelle pour nos auditeurs qui ne seraient pas au courant, la PPE3, c'est la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est une sorte de livret blanc qui doit fixer la stratégie énergétique de la France pour les 10 prochaines années. Et donc, comme il y a beaucoup de mauvais coups qui sont faits pendant l'été, on va rester sur les mauvais coups de l'été. Il faut dire que nos élites se surpassent pour ce millésime 2025, malheureusement. Et d'ailleurs, là, je ne parle même pas de ce qui se passe au niveau européen. Merci Ursula. Non, aujourd'hui, nous allons rester en France. Fabien Bouglet et Alexandre Jardin, vous avez tous les deux lancé sur Twitter ce matin ce qui pourrait être une bombe. Certains parlent même d'une affaire Alexis Kohler bis. Alors juste avant d'en parler, petit instant de promotion, hein. Chers auditeurs, si vous voulez, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo, à la partager et bien sûr à vous abonner à Toxin et Toxin Plus. Alors juste avant de vous laisser, pardon, la parole, Fabien Boulay et Alexandre Jardin, pour cadrer un petit peu l'émission, je vais essayer de faire le plus court possible. Et voilà, c'est un sujet qui est quand même complexe et tout le monde n'a pas forcément suivi les derniers événements. Donc, on va partir du 31 juillet. 31 juillet, Infocontexte indiquait que le décret de la PPE3 était prêt à être publié dans le journal officiel. Infocontexte a rectifié le lendemain sa publication. Il s'agissait non pas d'un brouillon du décret, mais plutôt d'un communiqué émanant du ministère de l'Industrie et de l'Énergie. Cette information a ensuite été confirmée par Les Échos, hein, qui a affirmé que la publication a été, je cite, stoppée in extremis par François Bayrou. Alors il y a donc deux principales choses à avoir en tête. La première, c'est que le gouvernement, en tout cas certains de ses membres, persistent et signent à vouloir imposer la PPE3, alors que les parlementaires sont en vacances jusqu'à la mi-septembre. Et d'ailleurs, à la mi-septembre, la proposition de loi Grémillet, qui concerne la PPE3, qui est une révision de la PPE3, est censée passer en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Et puis la seconde chose, et là je pense que vous trépignez d'impatience de nous en dire un petit peu plus, Fabien Bouglet et Alexandre Jardin, c'est que cette volonté de passer en force pourrait s'expliquer par un potentiel éventuel conflit d'intérêts qui impliquerait directement le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Marc Ferracci, qui est un très proche d'Emmanuel Macron et qui serait à l'origine, voilà, de ce communiqué de presse qui a fuité. Donc pour commencer, Fabien Bouglet, et pour que nos éditeurs comprennent bien, resituent bien un petit peu les derniers événements, est-ce que vous voulez bien nous rappeler le parcours législatif de la PPE3, enfin Euh, plus... Est-ce qu'on peut juste préciser pour les gens qui nous écoutent l'impact que ça a sur eux, sur leur vie? Parce que sinon, Oui, oui. ils vont se dire que tout ça est un peu complexe. Si ce décret passe, des contrats vont être passés et on va, dans les 10 prochaines années, vers un doublement de votre facture d'électricité qui a déjà doublé depuis 10 ans. Donc en fait, Fabien Bouglet et moi, on ne se bat pas pour des questions techniques, on se bat pour la facture d'électricité des gens. Oui, vous faites bien de... Voilà. Donc, le véritable enjeu pour ceux qui nous écoutent, c'est c'est pas politique, c'est pas partisan, c'est pas. On se bat pour une cause. Et parce qu'on n'accepte pas, c'est l'élément fondateur du mouvement des gueux, on n'accepte pas la culture du mépris.
C'est-à-dire de prendre les gens pour des gueux qu'on peut essorer, qui peuvent payer à l'infini. Voilà, je redonne la parole à Fabien Bouglet. En fait, Alexandre a parfaitement raison de rappeler ce point fondamental. C'est que l'enjeu derrière, c'est l'explosion de la facture d'électricité et un coût pour les contribuables français et les consommateurs de 300 milliards d'euros, ce qui représente 10% de la dette. Il faut comprendre que derrière ce mot un peu barbare, PPE3, qui est en fait la politique énergétique pour les 10 prochaines années, c'est la volonté de certains lobbies de s'approprier la manne financière considérable qui est facturée et qui est ponctionnée sur la facture d'électricité des Français. Alors, il faut bien comprendre que ponctionner sur la facture d'électricité des Français, presque tous les Français sont concernés et ont une facture d'électricité. Hein, donc, c'est tous les Français qui sont concernés par cette politique énergétique. Et cette programmation qui va fixer les grands caps de la politique énergétique est à l'étude depuis des mois et même des années et était en retard. Et on a eu les premiers, je dirais, orientations en novembre 2024. Et à cette époque, nous, avec 10 anciens dirigeants de la filière énergétique, Henri Proglio, qui est l'ancien patron d'EDF, André Merlin, ancien patron de RTE, Louis Gallois, Bernard Accoyer, Xavier Moreno, et j'en passe, Hervé Macheneau, moi-même, nous avons dénoncé dans Le Point cette politique énergétique en faisant une sorte de j'accuse énergétique qui s'appelait Nous dénonçons et qui a eu un retentissement considérable puisqu'il a remis en cause et il a lancé ce grand mouvement parlementaire, puisque des parlementaires nous ont rejoints. Je pense à Vincent Louot, avec qui nous avons fait une conférence de presse le 1er avril 2025. Et en réalité, très rapidement, je viens sur ce point, c'est mis en liaison, nous nous sommes mis en liaison, et grâce à vous, Axel, grâce à Sonia Mabrouk, puisque vous avez organisé notre rencontre avec Alexandre Jardin, entre eux, on a compris avec Alexandre que en réalité, l'enjeu des ZFE et l'enjeu de la programmation pluriannuelle de l'énergie était le même, était issu du pacte vert de Ursula von der Leyen, et donc qu'il y avait une liaison parfaite. Et de ce fait, autant, eh bien, nous avons rejoint le combat des ZFE et en quelque sorte, c'est agrégé ces deux forces, la force institutionnelle de notre dénonciation dans Le Point, nous dénonçons avec des personnalités éminentes, je le précise parce que quelques esprits chagrins, quelques personnalités animées par des enjeux de lobbying se sont permis de dénigrer la parole d'Anne-André Merlin ou d'Henri Proglio, mais ce sont d'éminentes personnalités qui ont dirigé notre système énergétique et ce qui savent de quoi ils parlent. Hein, je tiens à le préciser. Et puis, Et le Louis mouvement Gallois des gueux, fait partie des gens qui savent compter. exactement. Et le mouvement des gueux d'Alexandre Jardin, qui est exactement la traduction populaire et citoyenne de ce que nous exprimions dans cette tribune. Et logiquement, eh bien, le mouvement des gueux et le mouvement Nous dénonçons, entre guillemets, ne pouvaient que s'agréger dans un même continuum, parce que d'ailleurs, dans notre lettre nous dénoncions les conflits d'intérêts et l'infiltration par la filière des énergies renouvelables et des énergies intermittentes, rappelons, hein, éoliennes et panneaux solaires, de l'État et des ministères. Et donc, effectivement, le fait que Marc Ferracci, parce qu'il y avait, si vous voulez, dans ce contexte, il y avait euh, un décret qui était prévu, qui devait être signé par le ministre de l'Énergie. Et finalement, les parlementaires se sont rebellés et ont dit non, non, il faut une loi. Il faut une loi de laquelle découle le décret. Et donc, le Premier ministre, en avril 2024, 5, et puis j'arrêterai là, en avril 2025, a arrêté la publication de cette PPE et a conduit à une loi dont le travail parlementaire n'est pas terminé et loi pour lequel
le ministre de l'Énergie a voulu passer en force en publiant vendredi 1er août un décret alors que le travail parlementaire n'était pas terminé. Oui, et alors que François Bayrou avait indiqué qu'il y aurait de toute manière une discussion. Donc là aussi, il y a une, il y a pas un manque de communication, mais on va dire qu'il y a deux points de vue aussi au sein du gouvernement. Bayrou qui est sujet, enfin qui est sur un siège éjectable, fait très attention aussi à ne pas avoir de motion de censure à la rentrée. Enfin, je veux dire, c'est lié. Alexandre Jardin, est-ce que vous voulez réagir? Oui, moi je ne fais pas partie des spécialistes éminents que nous avons rejoints et qui nous rejoignent. Mais en revanche, tout le mouvement des gueux va leur donner la parole. J'expliquerai comment à partir de la fin août, parce qu'on est en train de mobiliser les forces vives du pays, parce qu'on ne veut pas que les gens se fassent avoir. Je veux dire, on veut qu'il y ait un respect minimum du citoyen. La facture, en fait, c'est un deuxième impôt Mm, qui ne dit pas son nom. Et c'est un véritable deuxième impôt. Et voilà ce qui s'est passé pendant l'été. Tout à coup, on voit que le ministre, Marc Ferracci, essaye en douce au moment où les gens sont à la plage, au moment où les médias sont en veille d'été, essaye en douce de faire passer le décret. Et puis on voit que Bayrou se sent pas très bien parce qu'il s'était quand même engagé à laisser faire le Parlement. En clair, faire passer 300 milliards sans l'accord du Parlement, ça s'appelle un coup d'État administratif. Et euh, tout à coup, on s'est posé des questions. Euh, C'était... allô. Ah, Oui, oui. oui. Tout à coup, on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui fait qu'un ministre, un 1er août, essaye de faire passer en douce 300 milliards euh, 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 sans attendre l'autorisation du Parlement? Et puis, on s'est mis à poser des questions. Et ce matin, euh, on a posé des questions sur X et sur l'ensemble des réseaux. On a posé des questions à l'intelligence artificielle. Nous n'avions pas les réponses. Tout d'abord, est-il vrai que Marc Ferracci est actionnaire et fait partie des actionnaires d'une société dont Fabien Bouglet va redonner le nom, C'est CAFI. c'est CAFI? Est-ce que c'est vrai? Grok a répondu très clairement. Est-ce que tu Alors, peux en fait, redonner? en fait, il faut comprendre une chose essentielle, c'est que on est parti de la. Il y a deux informations. D'abord, il y a l'information qui est publique dans la déclaration d'intérêt de la haute autorité de la transparence de la vie publique. Dans cette déclaration, il est mentionné que Marc Ferracci détient 35% de la holding familiale intitulée Icar Finance. Mais la déclaration d'intérêt de Marc Ferracci ne mentionne aucune autre société, aucune autre compagnie. Le souci, c'est que, comme le rappelle Alexandre, en posant les questions à l'intelligence artificielle et en particulier avec Grok, on se rend compte qu'elle nous mentionne que, en fait, euh, Marc Ferracci serait aussi indirectement propriétaire de Secafi. Alors, en réalité, quand on enquête, on découvre que, et ça n'est pas mentionné dans la déclaration d'intérêt de Marc Ferracci, on découvre que la société holding Icar Finance, détenue à un tiers par Marc Ferracci, les deux autres tiers étant détenus par son père, Pierre Ferracci, est propriétaire de 90%, et d'ailleurs on a un document que j'ai publié sur Twitter, de, du groupe Alpha, Et ensuite, on a posé la question. une branche d'activité, Oui. CECAFI, qui intervient dans l'activité de conseil dans l'énergie. Donc, et c'est un acteur majeur pour les grandes entreprises. En France, c'est un acteur majeur d'accompagnement et de conseil pour adapter les entreprises à la transition énergétique. Donc, on a posé une troisième question à Grok. Si cette PPE3 est publiée, est-ce que ça a une incidence ou pas sur le chiffre d'affaires de cette entreprise?
qui est un acteur majeur du Conseil pour adapter les entreprises, je rappelle, pour adapter les entreprises euh, à un nouvel environnement en période de transition énergétique. Grok répond. Est-ce que Fabien Bouglet peut synthétiser la réponse? Bien, en fait, Grok nous précise qu'en réalité, dans la mesure où la programmation pluriannuelle de l'énergie va modifier en substance la politique énergétique, il va y avoir une situation et une nécessité de modifier en substance toute la politique énergétique des entreprises et en particulier des entreprises énergétiques. Et pour ce faire, il y a besoin de conseils auprès des comités d'entreprise et auprès des entreprises elles-mêmes. Et d'ailleurs, quand on va sur le site de Groupe Alpha Secafi, il y a tout simplement, hein, il suffit de lire la rubrique énergie, il est mentionné chez Secafi, nous cumulons plus de 40 années d'expérience d'accompagnement des comités d'entreprise, des comités de groupe en France et en Europe. Écoutez bien, nous sommes plus d'une trentaine de consultants. Alors, je précise que cette information est en source ouverte sur le site internet de Secafi, groupe Secafi, filiale de Icar Finance. Nous sommes plus de 30 consultants de tous horizons impliqués sur le secteur de l'énergie dans toutes ses composantes. Relance du nucléaire, croissance des renouvelables, évolution du mix énergétique, adaptation et développement des réseaux, solutions de stockage, investissement dans les réseaux de transport. En clair, si la PPE 3 passe, le marché de cette entreprise explose. Oui, oui. Alors, Et c'est la conclusion de Grok euh, qui répond. Donc, nous n'avions pas les réponses, nous sommes simplement des citoyens qui posons des questions. Est-ce qu'il est normal ou pas, dans une république décente, qu'un ministre ait des intérêts privés dans le secteur qui va être affecté par ses décisions? Est-il normal qu'au cœur de l'été, le même homme essaye de passer outre la décision parlementaire pour engager euh, ce changement de loi qui va modifier le marché où il a des intérêts privés? Donc, on pose la question, nous n'avons pas la réponse. Pour l'instant, on s'en tient à ce que dit l'intelligence artificielle, que la presse fasse son boulot, aille voir, est-ce qu'on reste dans un système sain, normal, que les magistrats fassent leur boulot? Ce n'est pas le nôtre. Le citoyen, son rôle, des mouvements comme les gueux, c'est quoi? C'est de poser des questions. Et de poser les questions qui sont inconfortables, mais qui sont aussi très éclairantes. Parce que dans cette affaire, soyons clairs, il y a 300 milliards qui se baladent. Donc, il y a des renards à tous les étages. Et je pense que si on commence à ouvrir la boîte de Pandore de qui, je ne parle pas du ministre, hein, mais qui aurait acheté qui en France, je pense que ça va être le début d'un déluge. Parce que l'État a garanti autour de 200 euros le mégawattheure pour les éoliennes en mer, Bien. avec un prix de marché de 60. Donc, ça veut dire que vous et moi, là, tous les gens qui nous écoutent, payent la différence sur leur facture. Donc, allez voir sur votre facture, vous allez voir que très souvent, vous payez quasiment autant de frais divers que de consommation d'électricité. Et c'est ce frais divers qui va exploser et qui a déjà explosé. La preuve, je voyais une facture publiée sur les réseaux d'une dame qui payait 35 euros de consommation et 34 euros, je ne sais plus comment ça s'appelle sur la facture, mais de service. Pudiquement, dans la réalité, c'est tout ça. Donc, l'enjeu pour vous qui nous écoutez, il est énorme. Et le mouvement des gueux vient d'annoncer ce matin qu'il créait le Club des gueux. C'est quoi le Club des gueux? C'est un rassemblement des forces vives du pays, des professions, qui ne veulent pas mourir dans cette opération.
Demandez aux boulangers s'ils peuvent se taper un doublement de leur facture d'électricité. Bien sûr que non, ils ne peuvent pas. On sait très bien que lors de la dernière poussée, on a perdu énormément de boulangers. Donc, toutes ces professions, en ce moment, discutent au cœur de l'été, pendant que le gouvernement est à la plage. Nous travaillons. Nous sommes en train de fédérer. Nous annoncerons plus tard des initiatives prises par le Club des Gueux, communes, pour que la société, pour que les forces vives de la société posent des conditions. Nous voulons un moratoire. Nous voulons que ça aille au bout au Parlement. Nous voulons également, le mouvement des gueux va demander à ce que soient auditionnés les gens que nous respectons, les grands professionnels. Monsieur Proglio est quand même l'ancien patron d'EDF. Monsieur André Merlin est quand même le fondateur de RTE. RTE, c'est le réseau qui transporte l'électricité. Euh, les gens de ce calibre-là sont en train de hurler des choses depuis cette tribune qui a été citée par Fabien Bouglet. Nous voulons que la représentation nationale les écoute. Nous voulons également que l'Académie des sciences, qui a publié un texte au vitriol sur cette loi, soit entendue par la représentation. Et nous voulons qu'à un moment ou à un autre, le prix que nous payons en France soit connecté à nos prix de production et non pas à ce prix artificiel européen. Les Espagnols sont sortis. Est-ce qu'ils sont sortis de l'Europe? Non. Les Portugais sont sortis. Est-ce qu'ils sont sortis de l'Europe? Non. Donc, il y a des solutions et nous ne voulons plus qu'on se foute de la gueule des gueux. Qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle les gueux? C'est pas les pauvres. Ce sont les Français qui ne sont pas traités comme des citoyens. Donc, voilà, on pose des questions. L'affaire Ferracci va démarrer. Elle va démarrer. De toute évidence, les réponses que l'intelligence artificielle donne amènent des clarifications plus officielles. Mais on ne peut pas laisser notre pays se faire piller. Quand vous payez un impôt, vous payez les services publics. Là, toutes ces explosions de la facture d'électricité, c'est fait pour engraisser des groupes privés. On est en train de faire une privatisation rampante qui ne dit pas son nom de l'électricité française. Donc, on ne va jamais lâcher l'affaire. On doit rester des citoyens dignes. Alors, Excusez-moi, alors, j'aimerais bien quand même qu'on revienne sur le sujet, sur l'éventuel conflit d'intérêts de Marc Ferracci, parce qu'il a quand même un précédent, hein. C'était en 2023, Blast, qui avait accusé Marc Ferracci, qui était député. Donc Marc Ferracci, il faut quand même rappeler que c'est un très proche d'Emmanuel Macron, hein. Ils ont tous les deux été témoins de mariage l'un et l'autre. La femme de Marc Ferracci, Sophie Ferracci était également directrice de cabinet d'Emmanuel Macron lorsqu'il était à Bercy, donc lorsqu'il était ministre de l'économie. Et donc en juillet 2023, Blast avait accusé Marc Ferracci de conflit d'intérêts euh, en, en pointant du doigt le fait qu'il ait été qu'il- l'architecte en fait de la transformation de Pôle emploi en France Travail et de en fait oui, parce que Axel, précision, ça n'était pas en tant que député que ça posait problème, mais c'était parce qu'il était oui. rapporteur de la loi. Mm, Et mm. donc, quand vous êtes rapporteur de la loi, vous avez un rôle particulier dans la mise en œuvre et dans l'architecture de la loi en liaison avec le gouvernement. Et donc, Blast soulignait ces conflits d'intérêts entre son statut de rapporteur de la loi et ses activités au sein de ces CAFI. C'est exactement la même situation. Et d'ailleurs, à ce titre-là, Marc Ferracci avait démissionné, Oui, il s'était retiré du parti conscient socialiste. de ce conflit d'intérêts. Il Oui, avait démissionné, non pas de son statut de député, mais de son statut de rapporteur de la loi qui allait avoir un impact sur l'emploi. mais le projet de loi finalement avait été adopté au Sénat et donc enfin avait été adopté tout court en fait, pardon. Et Olivier Marleix d'ailleurs avait aussi euh, s'était aussi intéressé au sujet. Il avait qualifié le mélange des genres, je cite, le mélange des genres inacceptable. Le fait qu'un actionnaire à 35% de la société mère du principal sous-traitant de Pôle emploi puisse être en même temps rapporteur de la loi sur l'avenir de Pôle emploi. Donc on a un petit peu l'impression que c'est l'histoire qui se répète, mais la différence c'est que là, Marc Ferracci n'est pas seulement co-rapporteur, il est ministre.
Il est Tout à ministre. fait. Il est Il ministre. est ministre, donc il a la responsabilité de son statut de ministre de l'énergie, alors qu'il est propriétaire d'une holding qui a une filiale qui intervient clairement dans l'activité énergétique. Mm, mm, Il est ministre, maître d'œuvre de la publication du grand plan de la programmation pluriannuelle de l'énergie pour les 10 prochaines années, qui va donc, comme le dit Grog, avoir une influence sur l'activité de Secafi qui lui appartient euh, indirectement à 35% et 35% des 90%. Et donc, sa signature fait qu'il est totalement intriqué, son action de ministre de l'énergie et son action de propriétaire. Et il faut souligner autre chose qui est important, c'est que son co-actionnaire de la holding, c'est son père. Hein. Donc, ça veut dire que la situation, quand on étudie les questions de conflit d'intérêts, Marc Ferracci ne serait pas propriétaire des 35% de Icar Finance, serait exactement dans la même situation, puisque son père, dont il est potentiellement l'héritier, est lui-même actionnaire d'une holding qui intervient dont l'activité par les filiales intervient dans le secteur énergétique. Donc, c'est une information, très sincèrement, quand on a trouvé en liaison avec ces interrogations, cette liaison par Secafi Énergie, et encore une fois, je le dis, nous, on ne fait que lire ce que mentionne Internet sur le site Internet de Secafi Groupe Alpha. Hein. mm, mm. Euh, on ne peut être qu'édifié de cette information. Il y a une liaison et une intrication entre les deux activités qui sont affolantes quand on réfléchit bien. Je voudrais revenir sur une chose qu'a dit Alexandre. Pourquoi c'est extrêmement important et c'est d'une grande gravité? Parce que Alexandre l'a dit, et je voudrais revenir là-dessus, parce qu'il y a une autre information qui a été cachée cet été, en plein été. La commission de régulation, qui est une autorité soi-disant indépendante, chargée de dévoiler les informations sur l'énergie, Mm, mm. a publié un tableau Oui, des charges de service public de l'énergie dans le financement des éoliennes et des panneaux solaires. D'habitude, ce tableau, il est publié en juillet, début juillet. En tout cas, l'année dernière, il était publié à la première quinzaine de juillet 2024. Et cette année, ils l'ont publié en août, c'est-à-dire quasiment concomitamment à la tentative peut-être fin juillet, quand les gens sont sur les plages. Et que montre ce tableau? Il montre que les subventions et les charges liées aux éoliennes, aux panneaux solaires et aux éoliennes terrestres et en mer sont passées de 6,8 milliards à 7,8 milliards, soit une augmentation quasiment de 30%, 6,4 milliards à 7,8 milliards. Pour l'année C'est-à-dire 2025. Pour l'année 2025. En pour 2025, l'année ça passera à 2025 versus année 8,9 milliards. 2026. Voilà. Et ces charges de service public de l'énergie, ce sont des charges qui sont ponctionnées, et Alexandre le disait tout à l'heure, sur deux taxes, sur principalement l'accise, qui est l'ancienne contribution au service public de l'énergie, et qui en fait est une part désormais très conséquente de la facture d'électricité des Français. C'est cette facture, c'est cette taxe dont l'augmentation pèse de plus en plus sur les ménages, mais surtout sur les entreprises, parce qu'elles y sont soumises. Et donc l'explosion de la facture d'électricité liée au financement des énergies intermittentes, eh bien, contribue non seulement à la baisse du pouvoir d'achat de nos concitoyens, donc tous les Français, mais aussi à la destruction du tissu industriel et entrepreneurial. Et oui, d'ailleurs, voilà. Challenge soulignait dans un article récemment à quel point les entreprises et les industries étaient en train de fermer. Il faut donc comprendre que la politique énergétique telle qu'elle est dictée par le ministre de l'Énergie et le gouvernement a une influence considérable sur le pouvoir d'achat des Français et sur l'emploi. Et donc, c'est pour ça qu'avec Alexandre, on est courroucé et on est en colère. Parce qu'en réalité,
on voit de potentiels conflits d'intérêts personnels ont une implication terrible sur la totalité des Français. C'est Oui, c'est ça ça. l'enjeu. C'est ça qui est terrible. Alors, nous, il nous appartient simplement, j'insiste, de poser Mm, des questions éclairantes. Euh, mais Fabien Bouglet vient de dire quelque chose de très important, c'est l'impact de cette hausse de l'énergie sur sur notre force économique. Pourquoi est-ce qu'en ce moment le club des gueux est en train de se constituer? C'est le club des entreprises méprisées, le club des professions méprisées, et qui, en réalité, ne peuvent pas, ne peuvent pas encaisser cette hausse de l'électricité. Donc, soit de manière directe sur leur propre facture, soit de manière indirecte parce que ça va flinguer leurs clients et tuer leur marché. Et oui. Donc, donc, tous ces secteurs en ce moment sont en train, et pourtant les gens sont sur les plages, hein, donc, mais ils sont en train de se téléphoner, de prendre conscience et de se rassembler au sein du club des gueux. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Et tout ce qu'on dénonce, ce sont des mécanismes qui sont en train, qui sont complètement irresponsables pour notre pays. Mais complètement irresponsables. On ne peut pas tuer l'artisanat. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas exposer l'énergie. C'est ce qu'il y a de plus fondamental dans une économie. L'économie, ce n'est que de l'énergie transformée. Si vous voulez détruire une économie, vous montez le prix de l'énergie. mm, mm. C'est Tout des... à coup, ben oui. Donc, on est en train de se battre pour les gens, pour leur facture d'électricité. On est en train de se battre pour notre puissance économique. Je suis dans un village, là. Je sais très bien que le boulanger fermera. Mais s'il ferme, c'est la vie de notre communauté qui ferme. Ouais. Le, le, euh, donc, c'est tout ça que les citoyens sont en train de prendre en charge en se connectant aussi maintenant avec des très grands professionnels. On a cité Proglio, on a cité. À un moment, on veut que ces gens, on veut que le CRME, qui est un mouvement fondamental, qui est un gisement de professionnalisme, en fait, on veut que les pros soient écoutés. Mm, mm. Et on en a absolument ras-le-bol qu'une écolo-technocratie complètement dingo n'évalue pas l'impact. C'est comme les ZFE. Les impacts réels n'ont pas été calculés. La culture du mépris, c'est de ne pas voir l'autre. C'est même pas de lui cracher à la gueule. C'est de ne pas voir que le boulanger de mon village ne peut pas avoir, ne peut pas encaisser une hausse. Il a un four électrique. Donc, il ne peut pas. Alors justement, j'aimerais Et- bien que l'on revienne, pardon, je vous coupe, j'aimerais bien, Fabien Bouglet, que vous oui. reveniez sur la proposition de loi de Grémier. Qu'est-ce qui change? Est-ce que pour que nos auditeurs comprennent bien, il y a... Alors, c'est une... D'abord, il faut comprendre une chose fondamentale qui renvoie à la problématique du potentiel conflit d'intérêts. Mm, Tant que la programmation pluriannuelle de l'énergie n'est pas fixée par la loi puis par le décret, il ne peut pas y avoir les appels d'offres lancés et donc la dépense lancée. En quelque sorte, le fait que la programmation pluriannuelle de l'énergie ne soit pas adoptée crée un moratoire de fait sur l'implantation d'éoliennes et de panneaux solaires d'après la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça n'empêche pas les anciens projets qui existant, sont oui. dans le tuyau de prospérer, mais tous les nouveaux projets, ce qui était prévu initialement, c'est-à-dire la multiplication par 50 des éoliennes en mer, la multiplication par 4 des panneaux solaires et la multiplication par 2 des éoliennes terrestres, ne peut pas être lancé par les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. Et donc, évidemment, comme François Bayrou a retardé parce qu'il voulait passer en force en avril en promulguant la PPE et donc pouvoir lancer les appels d'offres, les parlementaires ont exigé le travail parlementaire et donc le travail parlementaire est en cours. Il est en cours de discussion. Vous vous rappelez, avec ce moratoire qui avait été adopté à l'Assemblée nationale, mais le parcours parlementaire n'est pas terminé. Le problème, c'est que
beaucoup pensent que la programmation pluriannuelle de l'énergie étudiée à l'Assemblée nationale pourrait ne pas voir le jour, soit parce que le texte n'est pas adopté à l'Assemblée nationale, soit parce qu'on a une censure du gouvernement et donc une dissolution de l'Assemblée nationale. Et donc les exploitants éoliens et panneaux solaires trépignent. Ils envoient des courriers, et on en a vu un certain nombre. Ils disent partout que ce qu'Alexandre et moi disons, notamment sur les 300 milliards, ce sont des fake news. Ils essayent de déstabiliser et il faut une pression considérable sur le gouvernement. Et donc, Marc Ferracci, lui, il a la pression des exploitants éoliens et des panneaux solaires et il s'est dit, alors que Bayrou et lui-même, en se dédisant, avait précisé devant le Parlement, devant la représentation nationale, devant les représentants du peuple souverain, qu'ils attendraient la fin du travail parlementaire, qui donc va fin septembre, début octobre, avant de promulguer la programmation pluriannuelle de l'énergie par décret. Et donc, vendredi, quand il y a eu la diffusion du communiqué de presse disant la programmation pluriannuelle de l'énergie est promulguée, il y a eu une levée de bouclier considérable. Je précise d'ailleurs que ce communiqué de presse est bien mentionné en contact presse cabinet de Marc Ferracci. Donc, cette initiative à la hussarde, elle est bien le fait du ministre de l'Énergie. Et donc, en quelque sorte, cette volonté de passer en force pendant l'été, pendant que potentiellement tout le monde est endormi, eh bien, montre la fébrilité de Marc Ferracci dans le risque de non-promulgation de la loi et rend d'autant plus prégnant et met en relief de manière beaucoup plus forte et, euh, et, et, et essentielle le fait qu'il soit détenteur d'actions propriétaires d'une branche dans le domaine énergétique. Et c'est là où nous demandons, et je le dis solennellement, à Emmanuel Macron, à François Bayrou, à la haute autorité de la transparence de la vie publique, et le cas échéant aux autorités judiciaires compétentes, d'enquêter sur la compatibilité juridique entre le fait d'être ministre de l'énergie et le fait de détenir des parts dans une holding qui a une branche dédiée à l'énergie. Est-ce compatible? Ça, c'est une première question que nous posons. Nous n'affirmons rien. J'ai eu des consultations d'avocats et nos avocats sont sur les starting blocks, je le précise à l'État. Mais j'imagine que l'État doit avoir ses propres juristes qui doivent avoir fait leur propre analyse. C'est à l'État, là, les cartes sont en main entre les représentants de l'État. C'est à l'État de régler cette question-là. Et puis, il y a une autre question qui est fondamentale, parce que moi, j'ai regardé la législation de la haute autorité de la vie publique. Et l'article 4, on va faire un peu de droit. L'article 4 de la loi du 11 octobre 2013 précise, je cite, que l'article 4 précise qu'il établit l'obligation légale de transparence sur les intérêts économiques, y compris ceux détenus indirectement via des structures comme les holdings familiales. Ça signifie quoi? Ça signifie que, en principe, lorsque un homme politique et un représentant du gouvernement est détenteur d'une holding, l'obligation légale n'est pas simplement de mentionner la holding sur la déclaration d'intérêt, mais de mentionner l'intégralité des participations. Mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je fais une analyse erronée, et peut-être que les juristes du cabinet du Premier ministre et du cabinet de l'Élysée auront une autre lecture, ou de la haute autorité de la transparence de la vie publique. Mais en tout état de cause, en principe, si j'ai bien compris l'article 4 de la loi de 2013, les représentants, en plus du gouvernement, doivent déposer dans leur déclaration d'intérêt les participations de la holding. Et pourquoi? Ben justement,
pour pouvoir vérifier s'il y a compatibilité entre l'action du ministre en question et de potentiels conflits d'intérêts. Donc, en fait, dans l'affaire qui nous intéresse, il y a deux enjeux. Fallait-il que Marc Ferracci publie à la haute autorité de la transparence de la vie publique les holdings et les participations de la holding, premièrement, et l'activité qu'il a en tant que propriétaire de la holding Icar Finance est-elle compatible avec l'activité de ministre de l'énergie et, par conséquent, avec le rôle de maître d'œuvre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ce qui veut dire tout simplement que, en quelque sorte, si c'est le cas, ça veut dire que ce n'est pas simplement le rôle de Marc Ferracci qui est remis en cause, c'est l'intégralité de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est morte, puisque il a, pendant des mois et des mois, travaillé, influencé la rédaction et même été maître d'œuvre de la rédaction de cette programmation pluriannuelle de l'énergie, en liaison avec la DGEC. Et donc, de ce fait, on doit revoir la copie blanche, puisqu'en fait, si il y a bien conflit d'intérêts, la programmation pluriannuelle de l'énergie telle qu'elle ressort aujourd'hui est totalement imprégnée de ce potentiel conflit d'intérêts. Oui, si cela se confirme qu'il y a un conflit d'intérêts, c'est un acte de forfaiture au cas où qui dépasse largement Alstom. Là, on va quand même sur quelque chose qui est Je, très, je très voudrais, profond. je voudrais préciser quelque chose du point de vue d'un mouvement citoyen comme les gueux. Euh, euh, je- c'est très important. Notre démarche, elle, elle, elle est là pour défendre des citoyens qui sont irrespectés, qui ne sont pas respectés. Ça n'a rien à voir avec la vie partisane. Je dis ça parce que souvent, les partis essayent de ramener ces débats-là et d'en donner une analyse partisane. C'est tout le contraire de ce que nous faisons. En fait, on s'en fout complètement. Ce qui nous intéresse, c'est le citoyen. C'est vraiment le citoyen. Je dis ça parce que je ne veux pas que ce débat finisse en débat partisan. C'est beaucoup trop sérieux. Ça concerne chacun d'entre nous, peu importe ses opinions. En fait, on s'en fout des opinions des uns et des autres. On a un problème national. C'est une cause nationale. On a un problème d'intérêt général. Euh, Quelle que soit votre opinion politique légitime, nos engueulades légitimes entre citoyens français, là, on tape dans le dur. Mm, Ça concerne tout le monde. Et je dirais que c'est extrêmement symbolique parce que nous sommes le 5 août et qu'il y a des années de cela, le 4 août, l'Assemblée nationale, à l'issue de la Révolution française, avait aboli le 4 août les privilèges. Or, qu'est-ce que c'est que donner des prix garantis à des exploitants éoliens, si ce n'est que le rétablissement des privilèges supprimés lors de la Révolution française? Et donc, il y a quelque chose d'extrêmement symbolique dans cette affaire du mois d'août. C'est que, en réalité, un pouvoir exécutif aux abois veut passer en force un texte exécutif alors que la souveraineté nationale appartient au peuple de France et aux citoyens. Et c'est là où je rejoins Alexandre. C'est que l'affaire est double. Elle est énergétique, avec une tentative de coup d'État énergétique de Marc Ferracci, mais elle est aussi institutionnelle. Les Français, citoyens, sont souverains. Et Marc Ferracci, sauf à être contre-révolutionnaire, hein, peut-être il se plaçait historiquement dans le camp de la noblesse contre-révolutionnaire, mais républicainement, ce sont les citoyens qui sont souverains par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces citoyens sont représentés par leurs parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ces parlementaires font la loi. Et la loi s'impose au gouvernement, qui exécute la loi fixée par les parlementaires. Et donc, c'est pour ça que symboliquement, cette tentative
de passer outre le 1er août la loi n'est pas simplement un coup d'État énergétique, c'est une remise en cause de nos institutions fondamentales. C'est la souveraineté du peuple. Et c'est pour ça qu'on insiste tant, et qu'Alexandre insiste tant, et il a raison, pour dire qu'en réalité, derrière, c'est le peuple Oui, qui, l'enjeu, c'est le peuple. Et nous travaillons pour le peuple. Parce que nous oui. faisons partie de ce peuple. Alors j'aimerais bien tout de même que l'on revienne sur la proposition de loi Grémillet. Qu'est-ce qui change? Est-ce que vous pouvez nous revenir dessus, s'il vous plaît, Fabien Boulet, pour que nos auditeurs comprennent bien? Parce que si j'ai Alors, bien compris, il y a quand même... Peut-être qu'Alexandre. Ou Alexandre, oui. euh, euh, en, en gros, on a demandé, par exemple, à un homme, un vrai énergéticien comme André Merlin, euh, d'évaluer les conséquences, parce que ce qui m'intéresse, c'est toujours le citoyen, et d'évaluer l'impact réel sur vos factures, nos factures. Et je republierai cet après-midi les calculs de Merlin. On aboutit clairement à un doublement de la facture d'électricité. Alors moi, je voulais Voilà. plus revenir en fait sur... parce qu'il me semble qu'il y avait dans la loi, dans la proposition de loi de Grémillet, une volonté aussi, une intention de changer, de mettre les énergies renouvelables dans la catégorie, enfin de mettre nucléaire et énergie renouvelable dans la catégorie d'énergie décarbonée. Qu'il y avait un changement, un petit peu enfin un changement sémantique. Oui, mais Mais qui... dans l'état actuel, puisqu'on est revenu à la version du Sénat Oui. euh, et on est revenu au Sénat, il y a effectivement la loi Grémillet relance le nucléaire. C'est Mhm. d'ailleurs une forme de chantage qu'ils font. C'est si vous voulez relancer le nucléaire, il faut que vous acceptiez les dispositions sur les énergies renouvelables. Le problème, c'est qu'au Sénat, le Sénat, et d'ailleurs ça a fait ce gros problème avec les républicains, c'est que le Sénat, majoritairement républicain et centriste, a pactisé avec le gouvernement. Et de ce fait, le Sénat a adopté une loi Grémillet qui maintient des objectifs d'énergie renouvelable intermittente, un minimum de 200 térawattheures par an, ce qui est absolument considérable. Il faut quand Euh, même, pardon, je vous coupe, il faut quand même rappeler pour nos auditeurs que la production théorique de l'ensemble des énergies renouvelables qui sont déjà installées en France sont presque équivalentes à celles de nos réacteurs. c'est Oui. ça. Faut aussi le rappeler, c'est quand même très important. C'est très important. Et en fait, il faut comprendre, et là vous soulignez, Axel, quelque chose de fondamental, c'est qu'un réacteur nucléaire, quand ça marche, ça a un facteur de charge de 80 à 90%. C'est-à-dire que ça produit 90% de sa capacité de production. Tandis qu'un panneau solaire, ça produit que 13% de sa capacité de production. Et les éoliennes terrestres, 21%, les éoliennes en mer, autour de 30%. Ça veut dire que théoriquement, quand vous installez des panneaux solaires, en puissance installée, il faut 6 à 7 fois de panneaux solaires en puissance installée que d'une centrale nucléaire. En éolienne, il faut 4 fois la puissance installée d'éoliennes pour produire l'équivalent d'une centrale nucléaire. Et donc, pour produire l'équivalent de ce que produit le nucléaire, il faut multiplier les capacités. Mais multiplier les capacités, c'est pas multiplier la production. Et en Et, plus, ça ne produit pas au bon moment. et en plus, ça ne produit. Et Imaginez Alexandre a raison. Et on Le peut pas problème, stocker. Et on peut pas stocker. le problème, vous avez deux problèmes. C'est que, et c'est ça tout l'incroyable imposture de cette affaire, Eh oui. c'est que quand vous rajoutez des panneaux solaires, bah, les panneaux solaires, bah, ça produit plutôt l'été. Et l'été, c'est le moment où on a les bas de consommation. Le résultat, c'est que on a un surcroît d'électricité d'origine solaire. On est obligé de baisser la production des centrales nucléaire. nucléaires et on a des prix négatifs. Et pour les éoliennes, c'est l'hiver, au moment des grands froids, qu'il n'y a pas de vent et que les éoliennes ne tournent pas. C'est-à-dire au moment des hautes consommations que les éoliennes et les panneaux solaires ne produisent pas. Donc, En revanche, tous les intérêts se goinfrent. Oui. Et il faut aussi mais rappeler que la France, alors, il y a une baisse de la consommation d'énergie Oui. en France. On était à 490 TWh, je crois, on est passé à 440.
en 2024, donc c'est d'une année sur l'autre. Et la France, en parallèle, explose les records d'exportation d'électricité qui est vendue après. Oui, mais là, Et, vous soulignez pourquoi nous consommons moins d'électricité? Eh bien, c'est parce qu'il y a la baisse d'activité économique. C'est Oui, un drame. C'est-à-dire qu'en réalité, la baisse de la consommation d'électricité en France n'est pas liée au fait que les Français font des efforts. Il est lié au fait que les industries électro-intensives ferment et que et les que donc Français on a se moins chauffent besoin d'électricité. et que les Français se chauffent aussi moins l'hiver. Agnès Pannier-Runacher, notre chère ministre de la Transition énergétique, s'en était d'ailleurs félicitée. Les Français ont compris fallait faire des efforts. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que ce n'était pas voulu. Ces efforts n'étaient pas voulus. Les euh, Français. en, en clair, si on veut relancer notre économie, on a besoin d'une énergie bon marché. Alors, Si on veut se conduire de manière écologique, c'est-à-dire si on veut électrifier les usages, on a besoin que le prix de l'électricité baisse, pas qu'il monte. Parce que sinon, évidemment qu'on va rien du tout, et on va pas électrifier les usages. Donc, le paradoxe qui est complètement dingue, c'est que sous couvert d'écologie, ils empêchent l'électrification des usages. Parce que faire monter le prix, il n'y a rien de pire. Mais rien de pire. Donc, il y a une sorte d'aberration écologique derrière un discours écolo. C'est un truc complètement tordu. Euh, euh, à la limite de la démence. Parce que, je veux dire, si vous voulez électrifier votre économie, il faut pas avoir fait 1000 ans d'études pour savoir qu'il vaut mieux que le prix soit faible, pas qu'on le fasse doubler. Et pour que le prix soit faible, il faut supprimer les Oui. subventions aux énergies intermittentes, qu'elles soient passées sur les contrats passés ou sur les contrats futurs. On a, je pense, suffisamment volé les Français. On est en train de voir que les Français se font voler. Il n'y a aucune raison. Quand vous constatez que vous vous faites voler, vous dites pas aux voleurs, mais continuez à voler. Continuez à nous détrousser. Vous dites arrêtez, je vous arrête, je vous mets en prison et je vous récupère le larcin. Eh ben, c'est exactement pareil dans la situation. On est en train de se rendre compte, et ça fait des années, j'ai écrit des livres là-dessus, en particulier Éolienne, la face noire de la transition écologique, que ce sont d'énormes détournements de fonds de l'argent des Français. Et c'est pour ça que la situation de la PPE, et c'est pour ça que le statut de Marc Ferracci est fondamental, parce que derrière, c'est la vie des Français, c'est la facture des Français qui est en jeu. Je le répète, c'est essentiel. Et c'est pour ça que nous nous battons avec Alexandre Jardin. Je pense oui. que pour finir notre émission, je crois euh, qu'il est, je dirais en mot de la fin, c'est que il est absolument nécessaire que le gouvernement réalise que s'il n'y a pas une enquête précise, détaillée sur la situation actuelle dans le domaine énergétique, sur le statut de Marc Ferracci par rapport à ses potentiels conflits d'intérêts, eh bien, on va au-devant de graves troubles à la rentrée, après les vacances, parce que les Français, ils peuvent pas laisser passer une situation aussi insupportable Et euh, injuste. que, que celle qui est. Voilà. Donc, Monsieur Macron, Monsieur Bayrou, enquêtez, faites le nécessaire, parce qu'autrement, ça se passera très mal. Mm, mm. Alexandre Jardin, est-ce que vous voulez réagir? Tiens, un dernier petit mot. Sauf si vous voulez continuer l'émission, hein. Je ne sais pas si vous êtes pris par le temps. Le moratoire fait partie des demandes des gueux, Mm. c'est évident. Mais également, et c'est un point très important, la renégociation des contrats existants. Le moratoire, je veux dire, arrêtez. Euh, Même si la PPE 3 est interrompue, nous avons signé un stock. Nous avons, pour vous donner un ordre de grandeur qu'André Merlin m'a donné, nous avons l'équivalent de 40 centrales nucléaires en énergie renouvelable. Déjà signé dans les tuyaux, pas encore installé, signé, hein, l'équivalent de 45 centrales nucléaires. Ce qui veut dire que dès que ces contrats signés vont entrer, vont produire leurs effets, on en a pour 20 ans.
Donc, est-ce qu'il est décent que ce grand détroussage des populations françaises se poursuive 20 ans? Si nous lançons ce mouvement avec les gueux, c'est pour qu'on soit à nouveau des citoyens dignes. On va remettre le nez là-dedans. Il n'est pas question qu'on maltraite les citoyens de notre pays, qu'on les détrousse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, on demande un moratoire, on demande une rediscussion générale. En fait, on demande que les vrais pros soient pour de vrai écoutés. Ils ne l'ont pas été lorsqu'ils ont publié leur grande tribune fin 2024. Et là, c'est le peuple qui va se mobiliser. D'ailleurs, Alexandre Jardin, je profite du fait que vous soyez là, si vous voulez aussi éclaircir votre position par rapport au fameux mouvement dont on connaît peu de choses du 10 septembre, qui est prévu le 10 septembre, si vous voulez éclaircir votre position sur ce mouvement, parce Ah, qu'on c'est entend très beaucoup simple. de choses. Justement, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Donc, vous aurez remarqué que quand nous agissons, ça n'a rien à voir. On est super clair. Mm, mm. On dit bien que nous sommes transpartisans. On dit bien que nous défendons des causes. Il n'y a aucune entourloupe politique derrière. Parce que c'est pas, on fonctionne pas comme ça. Et, et je pense que dans une république, quand on engage des mouvements, il faut être clair sur qui on est, ce qu'on veut. Et dans qui on est, je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui me disent: Ah ouais, mais en 1922, tu avais dit ça, tu as un truc. Tout le monde a une histoire. Tout le monde s'est trompé. Tout le monde a essayé certaines choses. Ce qui est très important, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que nous sommes derrière une cause? Donc, ce mouvement du 10 septembre, sincèrement, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que ce sont des syndicats? Est-ce que c'est l'extrême gauche? Est-ce que. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est pas clair. Et comme disait l'autre, quand c'est pas clair, c'est qu'il y a un loup. Sinon, sinon, on dit salut, je m'appelle machin, voilà ce que je pense et voilà ce que je veux. Oui. Est-ce que vous êtes pris par le temps? Je me permets de relancer, parce que j'aurais voulu voir que tout de même pas mal d'autres éléments, notamment sur les alternatives en fait, il y a beaucoup de critiques qui sont faites contre le nucléaire, entre parenthèses. Enfin, la PPE 3 prend en compte, fait un scénario avec les énergies renouvelables, et il me semble qu'elle ne tient pas compte d'un scénario avec l'hydroélectricité et le nucléaire, juste l'hydroélectricité et le nucléaire, et comparer les différents scénarios possibles. Alors, je vais juste répondre pour l'hydroélectricité et Fabien répondra pour le reste. L'hydroélectricité, c'est ce qu'il y a de plus intelligent. Mhm. D'abord, on a énormément d'études qui ont été poussées, donc on sait comment l'augmenter. Et c'est ce qu'il y a de plus intelligent parce que c'est un des rares systèmes écolos qui permet de stocker l'électricité. Parce que quand on a de l'énergie pas chère, on remonte les niveaux d'eau. Donc, on peut stocker. Et c'est quelque chose qui est très, très pilotable. Donc, dès qu'on a des pointes, ben, on peut s'en servir. Donc, notre intérêt en France, c'est clairement de doper l'hydroélectricité. Et, et puis, pour le nucléaire, il y a plein d'enjeux dont Fabien va parler. Et il y a notamment cet avenir qui s'ouvre devant nous vers une nouvelle génération de réacteurs qui, au lieu d'aller chercher de l'uranium à l'autre bout de la Terre, vont brûler les déchets des anciennes centrales. Et là, on en a pour 1000 ans, 2000 ans de, 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 de ressources où on ne dépendra plus du reste du monde. C'était le fameux réacteur à neutrons rapides Superphénix, enfin le projet Oui, Superphénix, C'est qui a ça. été arrêté par oui. Emmanuel Macron. Non, arrêté par Dominique Voynet, rétabli dans le Ah cadre oui, du pardon, projet oui. Oui. Astrid et arrêté par Emmanuel, le projet Astrid arrêté et relancé il y a quelques mois. Donc, il faut être très Oui, fair pardon. play. Emmanuel Macron a relancé, malheureusement trop tardivement, l'étude sur les réacteurs à neutrons rapides. Alors, je n'ai pas trop de temps, mais je vais, si vous voulez bien, développer cette question-là. D'abord, la première chose, il faut en avoir conscience, on nous dit il faut des énergies renouvelables. D'abord, ce sont des énergies intermittentes. Ah, excusez-moi, est-ce que je peux juste recadrer un petit peu la question? Oui, oui.
Alors pour reprendre, c'était une des critiques en tout cas qui est faite contre le nucléaire. C'est le coût du développement de la filière nucléaire. Et par rapport aux énergies renouvelables, c'est le nombre d'emplois. Ça, Alors, voilà, alors c'est bien réagi. d'abord, le nombre d'emplois directs, indirects et induits de la filière nucléaire, c'est 400 000 emplois en France. Le nombre d'emplois dans la filière des énergies intermittentes, il n'y a quasiment pas d'emplois industriels, puisque vous avez simplement une usine de montage. Une usine de montage, c'est à Saint-Nazaire, je les ai vus en passant sur le pont. Vous avez des mâts qui arrivent tout faits, vous avez des nacelles et vous avez des pales d'éoliennes. Et Parce que l'usine de 65, montage, ouais. c'est l'installation des pales sur la nacelle et sur le mât. Voilà, 60 Pour nos voilà. éditeurs, 65% des éoliennes sont fabriquées en Allemagne et le reste, 35%, Au Danemark. au Danemark. Donc, voilà. Voilà. Et puis, il y a une usine de fabrication de pales éoliennes au Havre. Mm, Bon. mm. Globalement, ce sont essentiellement des emplois marketing, juridiques et commerciaux, les emplois de la filière éolienne. Et il faut bien avoir conscience que Marc Ferracci a précisé que s'il y avait un moratoire sur l'éolien, on allait détruire l'activité de 350 entreprises. Et donc, pour Marc Ferracci, il est préférable de maintenir l'activité de 350 entreprises et de supprimer l'activité de tout le tissu industriel et entrepreneurial français et de nuire aux 70 millions de Français sur leur facture d'électricité. Donc, dans la balance, c'est quand même montrer l'importance que cela a. Ensuite, il faut quand même avoir conscience qu'on nous dit il faut des énergies renouvelables parce qu'on va avoir besoin d'électricité. D'abord, cette électricité, comme on l'a vu, elle est plutôt dans une consommation descendante. Mais on espère avoir une augmentation d'électricité de consommation parce que c'est le dynamisme de notre économie. Mais disons-le, il y a à peu près 65 TWh d'électricité d'origine éolienne. Mais l'année dernière, on a effacé 30 à 35 TWh d'énergie nucléaire. Comme il y avait la priorité de réseau des énergies intermittentes, on a effacé la production d'électricité nucléaire. Alors on nous dit, oui, mais l'énergie nucléaire française est à 70% de facteur de charge. Eh oui, mais on contraint d'éteindre les centrales nucléaires pour faire rentrer de l'énergie intermittente, éolienne et panneaux solaires. Pire, le nucléaire historique est amorti, on supprime de l'électricité qui ne coûte quasiment rien dans le réseau, on l'efface au profit de l'introduction dans le réseau d'électricité intermittente qui est subventionnée. Et la Commission de régulation de l'énergie nous précise bien que la subvention est de l'ordre, enfin le prix garanti est de l'ordre de 100 euros le de 100 euros le mégawattheure. Donc la creux, hein, texte de la creux, 100 euros le mégawattheure pour les éoliennes terrestres, environ 200 euros le mégawattheure pour les éoliennes en mer et dans les 235 euros le mégawattheure pour le panneau solaire, alors que le prix spot est de 60 euros le mégawattheure. Donc, est-ce que vous imaginez qu'en réalité, l'année dernière, on a effacé notre électricité nucléaire qui coûtait rien pour faire intégrer de l'électricité éolienne et solaire subventionnée. Ah, 50% de l'électricité d'origine intermittente était déjà existante dans notre réseau. Donc nous, on dit, et les spécialistes disent, on arrête la priorité de réseau des éoliennes et des panneaux solaires, on optimise, et d'ailleurs c'est ce qu'a dit Madame Lauvergeon récemment, on optimise les réacteurs nucléaires existants qui sont amortis, on construit des nouveaux réacteurs, mais même s'ils coûtent plus cher, l'investissement dans un réacteur nucléaire, c'est 80 ans. Et même si le coût au mégawattheure est élevé dans l'investissement, en 20 ans, c'est amorti. Et pendant 60 ans, on a l'électricité qui coûte rien. Donc, une éolienne, quand vous l'installez, elle a une durée de vie de 20 ans. Donc, une fois que vous avez amorti l'éolienne, il faut la changer et recréer un système. Tout cela, c'est un scandale incroyable. On dit souvent dans le jambon, tout est bon. Dans l'éolienne, tout est mauvais. Par n'importe quel bout qu'on prend la chose,
on est problématique. Donc effectivement, le mix français idéal, c'est celui qui a marché pendant des années avant qu'il y ait l'arrêt Cochet en 2001 qui obligeait le financement des éoliennes, c'est le nucléaire Donc à qui crée la Ricochet, base, Dominique, ouais, Dominique Voynet. voilà, le nucléaire qui crée la base, l'hydroélectricité pour les pics de consommation, et quand on n'a pas ces éléments, un peu de centrale à gaz pour résoudre les problèmes de pics de consommation. Et il ne faut pas oublier une chose aussi importante. On a fermé nos centrales au charbon et nos centrales à gaz. Ce qui fait que dans le marché européen de l'électricité, en vertu du merit order, le prix de l'électricité français est beaucoup moins cher, puisque la référence, ça n'est pas la dernière centrale à gaz française. Et comme c'est le nucléaire et l'éolien, eh bien, quand on le vend, notre électricité à l'Allemagne, on le vend sur la base du nucléaire et de l'hydroélectricité, alors que si nous avions des centrales à gaz, au moins une, ou une centrale à charbon, eh bien, le prix de référence, ce serait le prix de la centrale au charbon et de la centrale à gaz, et on pourrait ainsi vendre plus cher notre électricité à l'Allemagne. Alors que l'Allemagne, elle, maintient des centrales au charbon qui maintient son prix élevé quand on doit acheter de l'électricité allemande. Tout cela est vertigineux, vertigineux. Et d'ailleurs, vous avez évoqué l'Allemagne, parce que vous aviez republié au mois fin juillet un communiqué sur les statistiques énergétiques, enfin du groupe de statistiques énergétiques AGEB, qui indiquait que la production d'électricité à partir Du de charbon, charbon en Allemagne avait augmenté de 23-24%. 25-30%. Oui, c'est ça, en 2025, au premier semestre 2025, voilà, par rapport. Voilà, elle est là, la transition énergétique allemande, Ouais. plus 30% de production d'électricité au charbon, pendant que nous, on veut mettre des éoliennes alors qu'on a une électricité qui est à 100% décarbonée. Oui, Bon, je oui. crois que je vais laisser Alexandre s'exprimer parce que... Mais c'est vrai que, excusez-moi, juste pour revenir quand même enfin, pour rester un petit peu sur l'Allemagne, non pas que je sois germanophobe, mais c'est vrai que les éoliennes avaient commencé, en fait, l'objectif de l'Allemagne, c'était quand même de porter un coup sur la filière nucléaire française, eux qui mettaient en avant les énergies renouvelables et le gaz. Nord Stream 2 a un petit peu cassé leur plan. La destruction de Nord Stream 2 a cassé leur plan. Et puis là, avec Ursula von der Leyen, avec Donald Trump, milliards de commandes en matériaux nucléaires, en combustible nucléaire, gaz aussi. Gaz, c'est quand même principalement pour l'Allemagne. Donc l'Europe a aussi principalement payé pour l'Allemagne. Donc voilà. En clair, à un moment ou à un autre, il y aura une renégociation européenne. Mm. Puisque dans une bonne famille, il doit y avoir des bonnes engueulades. De- de- Ah oui, et mais en ce moment, on est en train de subventionner l'Allemagne en lui balançant de l'énergie à, à coût très faible ou zéro. Mm, mm. Euh, le, le- Tout le monde voit bien que ça ne peut pas durer. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans des situations dans toutes les colonnes d'un système aberrant. Et, mais soyons bien clairs, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que le citoyen n'est plus connecté. Parce qu'on a une véritable déconnexion de nos systèmes de technocratie française et européenne. Si nous étions en Suisse, ils ont des votations, ils ont des référendums d'initiative populaire. Le référendum, ça ne vient pas du prince, ça vient du citoyen. Donc, si nous pouvions dialoguer avec le haut de notre État, normalement, comme dans une démocratie mature, en Suisse, c'est une démocratie mature. Le citoyen n'existe pas tous les 5 ans, il existe pendant les 5 ans. Et le mouvement des gueux va se battre pour être suffisamment puissant pour que, en 2027, on n'élise pas un prince en virant le peuple le soir. Mm. À un moment, si nous voulons redevenir une très grande puissance, nous devons avoir une cohésion, donc une connexion, donc un dialogue entre la nation et ses élites. C'est absolument fondamental. On doit sortir de la déconnexion. Et le but ultime, je disais, on n'a rien à voir avec les partis, mais on a un projet politique
C'est qu'on veut reconnecter ce foutu pays. Euh, de, de, et, 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 et on voit bien que les conséquences économiques de la déconnexion sont titanesques. Mm, mm. Titanesques. Je veux dire, nous n'aurions pas ces débats, j'insiste, si nous avions modifié l'article 11 et l'article 89 de notre Constitution pour que le citoyen puisse se saisir et trancher lorsque le haut déconne. Voilà. Mm, Euh, mm. euh, on n'aurait pas cette Mais discussion. Axel, vous avez raison de souligner l'incroyable paradoxe et la gravité de la situation entre la négociation, entre guillemets, Mm. entre Donald Trump et Ursula von der Leyen, qui a vu l'obligation pour l'Europe d'acheter pour 750 milliards de ressources énergétiques, gaz naturel liquéfié, combustible nucléaire, et d'un côté, et de l'autre côté, la faiblesse de réflexion et d'enjeu de notre programmation pluriannuelle de l'énergie qui ne prend pas en considération les enjeux géopolitiques de l'énergie, ceux que j'ai décrits dans mon livre Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. On est donc dans une situation extrêmement paradoxale, avec des gouvernants qui affaiblissent notre système énergétique, qui ralentissent le recours au nucléaire en lui imposant des cailloux dans la chaussure avec les énergies intermittentes, alors que Donald Trump, de son côté, a créé le Conseil national de la domination énergétique en février dernier à la Maison-Blanche. Donald Trump veut dominer le marché de l'énergie pour dominer la souveraineté politique. Car qui détient la souveraineté énergétique détient la souveraineté politique. En nous affaiblissant, en, euh, en quelque sorte, en affaiblissant notre système énergétique, les Dominique Voynet et tous ceux qui ont agi contre le nucléaire français depuis 30 ans sont en fait les idiots utiles de Donald Trump dont l'enjeu, dont l'objectif, et je l'ai écrit dans mon livre, est bien de maîtriser les systèmes énergétiques européens pour mieux nous dominer politiquement. C'est son dessein. Moi, je suis contre cela. Je me bats en tant que Français. Mais s'il n'y a personne pour se battre contre ça, moi j'ai discuté avec un député de la majorité présidentielle, il m'a dit, mais c'est fou ce que vous dites, Monsieur Bouglé, j'en ai jamais entendu parler. Et donc cette déconnexion du pouvoir politique par rapport aux enjeux géopolitiques est terrifiant, terrifiant. Mais les gueux arrivent. Voilà, les gueux arrivent à la rentrée. C'est-à-dire que l'esprit, le vieil esprit gaulien revient. Exactement. Revient. Mais ça part de la base, ça part du ventre des gens, de leur, du retour de leur dignité. C'est ça qui va refaire notre grand pays. Mm. Voilà. Et Merci. avec la compétence des experts, des spécialistes, de nos sachants qui Vital. sont mis sur le côté pour mieux créer une politique contraire aux intérêts de la France. Voilà. Et donc, on a un grand chantier. Il faut qu'on se retrousse les manches et on va avoir du pain sur la planche. Mais il faut que le gouvernement sache, euh, été comme hiver, nous sommes sur le pont. Merci beaucoup à tous les deux. Je le rappelle pour nos auditeurs, en tout cas ceux qui n'ont pas encore lu votre livre, Fabien Boulet, et qui souhaiteraient le lire. Donc, il y en a deux, hein. Donc, c'est Éolienne, la face noire de la transition énergétique, qui est aux éditions du Rocher, et Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. Donc, voilà, Également aux éditions du Rocher. Et je les crois, éditions du il y a Rocher. aussi le livre d'Alexandre. Oui, qui s'appelle Les Gueux, hashtag Les Gueux, aux éditions Lafon, c'est bien ça? Oui, oui. Oui. Écoutez, merci Voilà. beaucoup à tous les deux. Et en tout cas, votre travail euh, Et si les gens veulent nous aider, ils vont sur oui, www.legueux.fr. oui. L'association se construit, elle se construit, elle se construit, elle se construit. En tout cas, on voit que votre travail fonctionne, hein. Vous participez largement à la réinformation
si je puis dire, puisque c'est grâce à votre mobilisation aussi que les choses ont pu bouger, que les parlementaires ont pu s'intéresser voilà, à la PPE3 et les médias également. Donc, Et n'en doutez pas, nous allons voilà. gagner. On ne lâche rien. Nous allons gagner. Merci beaucoup à tous les deux. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.